Bienvenue dans un nouvel épisode du Labo des contes d'infidélité. Nous vous remercions de votre fidélité. Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez. Nous apprécions notre portée mondiale. Plongeons maintenant dans l'histoire du jour. Chapitre 1, la vie parfaite qui s'effondre. Derek Morrison ajusta son rétroviseur et jeta un coup d'œil à sa femme Amanda, assise sur le siège passager. Après 12 ans de mariage, il se surprenait encore parfois à s'émerveiller de la façon dont il avait réussi à séduire la belle rousse qui était entrée dans son bureau de construction à la recherche d'un emploi de comptable. Elle était assise en silence, parcourant les pages de son téléphone, ses yeux émeraudes reflétant la lumière du tableau de bord tandis que l'autoroute s'étendait à perte de vue. Il revenait du mariage de la sœur d'Amanda à Sacramento, une cérémonie de 3 jours qui avait épuisé Derek, tant émotionnellement que financièrement. Amanda avait insisté pour qu'il séjourne dans l'hôtel le plus cher, achète un cadeau raffiné et loue une voiture de luxe pour le voyage. Derek n'y avait pas prêté attention. Son entreprise de construction, Morrison Heavy Industries, gagnait 7 chiffres par an et il avait toujours cru qu'il fallait traiter sa femme comme une reine. « Il nous faut de l'essence », dit Amanda sans lever les yeux de son téléphone. « Il y a une station-service à la prochaine sortie. » Derek hocha la tête, remarquant que la jauge d'essence était presque vide. L'horloge numérique indiquait 23h47, et il leur restait encore 2 heures de route. La station-service qui apparut à la sortie 47 semblait tout droit sortie d'une époque révolue. Un îlot central avec 2 pompes sous des néons clignotants, rattachées à une petite supérette aux fenêtres grillagées. « Je vais payer à l'intérieur, » dit Derek en s'arrêtant à la pompe. « Tu veux quelque chose ?»« Un Coca Light et un chewing-gum, » répondit Amanda, toujours absorbée par son téléphone. Derek avait bâti son entreprise sur l'analyse des gens, la compréhension des motivations et la détection des anomalies. C'est ce qui avait fait son succès dans le monde impitoyable de la construction commerciale. En faisant le plein, il remarqua Amanda en train de taper furieusement, le visage illuminé par la lumière de l'écran. Elle semblait plus animée que tout le week-end. La cloche de la supérette sonna. Derek entra. Derrière le comptoir se tenait un jeune homme hispanique, la vingtaine, dont le regard nerveux se fixa immédiatement sur le visage de Derek. Sur son badge, il indiquait Miguel, et ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il rangeait des billets de loterie. « Me pompe aussi », dit Derek en s'approchant du comptoir avec les articles demandés par Amanda. Le regard de Miguel se porta vers la vitre où Amanda était assise dans la voiture, puis revint à Derek. Il compta les articles d'une main tremblante, et tandis que Derek lui tendait sa carte de crédit, Miguel fit une étrange action. Il prit un reçu à la caisse, griffonna rapidement quelque chose au dos et le plia en deux. « Monsieur », murmura Miguel en balayant du regard le magasin vide comme si quelqu'un l'observait. « Prenez ceci. » « Ne la laisse pas voir. » Derek parut perplexe, mais quelque chose dans l'expression désespérée de Miguel le poussa à accepter le papier plié. La main de Miguel s'attarda un instant, serrant le poignet de Derek. « S'il te plaît », ajouta Miguel d'une voix à peine audible. « Lis-le quand tu seras seul. » Derek empocha le mot, récupéra son ticket de caisse et les articles, et retourna à la voiture. Amanda leva les yeux à son approche, et Derek aurait juré avoir vu quelque chose scintiller sur son visage. Déception. Agacement? Ça a pris une éternité, dit-elle en acceptant le Coca Light. Désolé, la file d'attente était longue. Derek mentit en s'installant au volant. Le ticket plié lui brûlait la poche. Ils roulèrent dans un silence relatif pendant les 20 minutes qui suivirent. Amanda retourna à son téléphone tandis que l'esprit de Derek s'emballait. Qu'est-ce qu'un parfait inconnu pouvait bien avoir à lui dire qui exigeait un tel secret? Et pourquoi Miguel semblait-il reconnaître Amanda? « Je dois aller aux toilettes », annonça Derek. Il s'arrêta sur une aire de repos bien éclairée. « Ça ne peut pas attendre. » Amanda haussa les épaules. « Je reste ici. »« Dépêche-toi. » Dans l'intimité des toilettes de l'aire de repos, Derek déplia le reçu d'une main tremblante. Sur le parchemin hâtif de Miguel, 3 mots seulement lui glaçaient le sang. « Fuis maintenant. » Derek fixa le mot, son esprit d'homme d'affaires prospère essayant d'en assimiler les implications. « Fuir quoi? Qui ?» Il repensa au regard effrayé de Miguel, à la façon dont le jeune homme avait regardé Amanda avec reconnaissance, à l'urgence de sa supplique murmurée. De retour à la voiture, Derek observa sa femme d'un œil neuf. Amanda était toujours au téléphone, mais il remarqua des choses qui lui avaient échappé jusque-là.
sa façon d'être distante tout le week-end, à consulter constamment ses messages. Le léger sourire qui se dessinait sur ses lèvres quand elle pensait qu'il ne regardait pas. « Tout va bien ?» demanda Amanda en levant les yeux. « Bien », répondit Doric en démarrant le moteur. Mais son esprit était loin d'être au beau fixe. 12 ans de mariage, bâti sur ce qu'il avait cru être l'amour et la confiance, lui semblait soudain comme un château de cartes dans un ouragan. Alors qu'il roulait de nuit, Derek Morrison, l'homme qui avait bâti un empire grâce à une planification minutieuse et une exécution impitoyable, commença à se demander si sa vie parfaite n'était rien d'autre qu'un mensonge élaboré. Et si c'était le cas, il savait avec une certitude absolue que quelqu'un paierait cher pour cette tromperie. L'autoroute s'étendait devant lui, mais la destination de Doric n'était plus chez lui. Sa destination était la vérité, aussi brutale soit-elle. Chapitre 2. Le réseau de la tromperie. Doric dormit à peine cette nuit-là. Amanda s'était blottie contre lui dans leur lit king size. Le même lit où ils avaient fait l'amour d'innombrables fois, où ils avaient planifié leur avenir, où elle avait pleuré dans ses bras lors de sa fausse couche 3 ans plus tôt. Maintenant, c'était comme dormir à côté d'un inconnu. Le lendemain matin, Amanda annonça qu'elle rencontrait son club de lecture, une tradition mensuelle que Derek n'avait jamais remise en question. Elle l'embrassa sur la joue, ses lèvres soudain froides et creuses. « Je reviens dans. » dit-elle en attrapant son sac à main et ses clés. Dès que sa BMW quitta le rallye circulaire, Doric était au téléphone avec Tony Rechi, son détective privé. Tony avait aidé Doric à vérifier les antécédents de partenaires commerciaux potentiels et s'était montré à la fois discret et minutieux. « J'ai besoin que tu suives ma femme, » dit Derek sans préambule. « Bon sang, Derek, tu es sûr de ça ? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien de ma vie. » En moins d'une heure, Tony suivait la BMW d'Amanda, tandis que Doric, assis dans son bureau, scrutait des documents financiers qu'il n'avait jamais pris la peine d'examiner de près. Amanda s'occupait de leurs finances personnelles, et il lui faisait entièrement confiance. Cette confiance lui semblait naïve et stupide. Son téléphone vibra à 14h30. La voix de Tony était grave. « Derek, tu veux bien t'asseoir pour ça ? Dis-moi, dis-moi. » Elle est au Riverside Motel sur l'autoroute 9, chambre 237. Elle est là depuis 2 heures avec un certain 3 Brennan. J'ai vérifié ses plaques d'immatriculation. Il est propriétaire de Brennan Construction, votre principal concurrent pour le projet du centre commercial Millfield. Doric resserra son emprise sur le téléphone. 3 Brennan. Ils avaient déjà concouru pour des contrats, et 3 avaient toujours semblé en savoir juste assez sur les offres de Doric pour proposer un prix légèrement inférieur. Maintenant, Doric comprenait comment. Il y a plus. Tony continua. Je l'ai fait. Des recherches sur Brennan. Ce type a des dettes de jeu jusqu'aux yeux. Il doit beaucoup d'argent à des gens impitoyables. Le genre de personnes qui cassent d'abord les rotules et posent des questions après. Continuez à les suivre. Je veux tout savoir. Où ils vont, ce qu'ils font, qui ils rencontrent. Doric raccrocha et se dirigea vers son coffre-fort, récupérant le Colt 45 qu'il avait acheté des années auparavant pour protéger sa maison. Il n'aurait jamais pensé en avoir besoin pour autre chose. Son poids dans sa main lui semblait rassurant, solide, réel dans un monde soudain rempli de mensonges. Son téléphone sonna de nouveau à 18h15. Ils sont au restaurant Grill Gino, rapporta Tony. Ils ont ce qui semble être une conversation très sérieuse. Brennan n'arrête pas de regarder sa montre et ta femme a l'air nerveuse. Je me suis suffisamment approché pour entendre un extrait de leur conversation et ils préparent quelque chose d'important, Derek. Quelque chose impliquant l'argent de l'assurance et faisant passer ça pour un accident. J'ai entendu Brennan parler de mardi prochain et d'un truc à propos du site de Millfield. Le sang de Doric s'est enflammé. À la glace. Mardi suivant, il devait commencer les travaux de fondation du projet Millfield, son plus gros contrat de l'année, un projet de 12 millions de dollars avec des polices d'assurance vie qui verseraient à Amanda 3 millions de dollars s'il lui arrivait quelque chose sur le chantier. Tony, j'ai besoin que tu découvres tout ce que tu peux sur les relations de 3 Brennan, ses dettes, ses habitudes, et je veux savoir depuis combien de temps cette liaison dure. Derek, tu devrais peut-être appeler la police. Pas de police? Pas encore. Je dois d'abord comprendre exactement à quoi j'ai affaire. Ce soir-là, Amanda rentra chez elle avec des sacs de courses et un sourire que Doric reconnut désormais comme complètement artificiel. Elle parla de sa réunion du club de lecture,
décrivant des discussions sur des romans que Dererick était certain de n'avoir jamais lus. Chaque mot sonnait comme un clou de plus dans le cercueil de leur mariage. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle en s'installant sur le canapé à côté de lui. « Productive », répondit Dererick en observant attentivement son visage. Tony appela. Il dit, « Il y a eu une activité suspecte sur le site de Millfield. Je pense que quelqu'un pourrait vouloir saboter le projet. » Le visage d'Amanda pâlit une fraction de seconde avant qu'elle ne reprenne ses esprits. « C'est terrible. Savent-ils qui? On y travaille. Mais Amanda, je veux que tu t'éloignes des chantiers pendant un moment. Le temps qu'on découvre ce qui se passe. » Bien sûr, dit-elle rapidement. Trop vite. Derek s'excusa et sortit son ordinateur portable. Si Amanda et Troy pensaient pouvoir le manipuler, ils allaient découvrir qu'ils s'étaient trompés de cible. Derek Morrison n'avait pas bâti une entreprise de plusieurs millions de dollars par sa naïveté ou son indulgence. Il l'avait bâti en étant plus intelligent, plus impitoyable et infiniment plus patient que ses concurrents. Au cours des 3 jours suivants, la situation devint d'une clarté accablante. L'enquête de Tony révéla qu'Amanda et Troy se fréquentaient depuis 8 mois. Les relevés bancaires montraient qu'Amanda vidait lentement leur compte d'épargne commun, transférant de l'argent sur un compte privé dont Dererick ignorait l'existence. Les relevés téléphoniques révèlent des centaines d'appels et de SMS entre eux. Mais la preuve la plus accablante est venue de Miguel Santos, le pompiste qui avait remis l'avertissement à Derek. Tony l'a retrouvé et a découvert qu'il était le cousin de Troy et la personne initialement recrutée pour aider à mettre en scène l'accident de Dererick. Miguel a eu peur. Tony l'a expliqué lors de leur réunion de mercredi. Sa conscience l'a emporté. Apparemment, Troy lui avait promis 10 000 $ pour l'aider, mais quand Miguel a compris qu'il s'agissait d'un véritable meurtre, et pas seulement d'un vol, il a voulu se retirer. Meurtre, répéta Derek, le mot au goût amer. Il prévoit de simuler un effondrement structurel sur le site de Millfield. Faire passer cela pour un équipement défectueux ou une négligence des ouvriers. Troy a des relations au bureau de l'inspecteur en bâtiment qui dissimuleront toute preuve de sabotage. Amanda touche l'argent de l'assurance. Troy obtient Amanda et une part du dédommagement, et Derek Morrison n'est qu'un autre accident mortel sur un chantier. Derek resta assis en silence un long moment, assimilant toute l'ampleur de leur trahison. Sa femme, la femme qu'il aimait depuis 12 ans, la femme qu'il avait réconfortée lors de la mort de sa mère, celle qui avait partagé son lit et ses rêves, projetait de le tuer pour de l'argent. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était calme et froide. « Tony, j'ai besoin que tu me trouves tout. Relevé téléphonique, relevé bancaire, photos, enregistrement si possible. Je veux des traces de chaque réunion, de chaque appel, de chaque dollar transféré. » « Que as-tu prévu, Derek ?» Le sourire de Dererick était si vif qu'il était tranchant comme du verre. « Je compte donner à ma femme bien-aimée et à son amant exactement ce qu'ils méritent. Mais d'abord, je vais leur faire croire que leur plan fonctionne parfaitement. C'est un terrain dangereux. Ils ont rendu la situation dangereuse en décidant de me tuer, interrompit Dererick. Maintenant, la question est de savoir qui sera détruit en premier. » Alors que Derek Morrison était assis dans son bureau ce soir-là, entouré des preuves de la trahison ultime, il sentit une sensation de froid et de certitude s'installer dans sa poitrine. L'homme qui avait bâti sa fortune en devançant tout le monde s'apprêtait à montrer à Amanda et Troy Brennan ce que signifiait être dépassé. La partie ne faisait que commencer, et Dererick comptait bien être le seul survivant à la fin. Chapitre 3. L'art de la guerre. Derek Morrison avait toujours été un joueur d'échecs, anticipant 5 coups tandis que ses adversaires peinaient à trouver le suivant. Vendredi soir, assis dans son bureau, examinant le dernier rapport de renseignement de Tony, il ressentit une vague familière de planification stratégique qui lui avait rapporté des millions dans la construction. Amanda était à l'étage, se préparant pour ce qu'elle lui avait dit être une soirée entre filles avec sa sœur. Dererick savait maintenant qu'elle retrouverait Troy dans un chalet dans les montagnes, à 48 km de la ville, un endroit que Tony avait identifié comme leur principal quartier général de planification. Le calendrier s'accélère. Tony avait fait son rapport cet après-midi-là. Ils avancent le plan à lundi. Brennan subit la pression de ses créanciers et ils ont hâte d'être à mardi. Lundi. Pendant des jours, Dererick ouvrit son ordinateur portable et commença à taper, ses doigts se déplaçant avec la précision d'un chirurgien. Si Amanda et Troy voulaient jouer à un jeu mortel, il leur en donnerait un qu'ils n'oublieraient jamais.
La première phase de la contre-stratégie de Derick était simple, leur faire croire que leur plan se déroulait parfaitement tout en documentant tout pour les autorités. Mais Derick n'avait pas l'intention de simplement survivre à leur tentative de meurtre. Il comptait les détruire complètement, méthodiquement et avec une minutie qui servirait d'avertissement à quiconque pourrait envisager de le trahir. Son téléphone vibrait. Un texto d'Amanda qui séjournait chez Julie ce soir. « Je t'aime », sourit froidement Derek. Julie était la sœur d'Amanda, et Tony avait confirmé qu'elle était actuellement à Denver pour rendre visite à sa fille. Un autre mensonge dans un réseau incessant de tromperies. Quoi d'autre? Amanda veut être là. Elle veut regarder. Derick serra le volant jusqu'à en avoir les jointures blanches. La femme qu'il avait épousée, la femme qu'il avait aimée, voulait le voir mourir. « Miguel, j'ai besoin que tu fasses exactement ce que je te dis. Peux-tu faire ça? » « Oui, monsieur. 3 me fait peur, mais ce qu'il prépare est mal. Tu ne mérites pas ça. Retrouve-moi au Denny's sur Foster Road dans 20 minutes. Viens seul et assure-toi que personne ne te suive. » Miguel Santos était encore plus jeune que Derick ne l'avait imaginé au départ. Peut-être 23 ou 24 ans, avec les mains calleuses de quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment entre 2 services à la station-service. Sa ressemblance avec 3 était indéniable. Même cheveux noirs, même teint olivâtre, mais là où 3 se comportait avec une assurance arrogante, Miguel dégageait une énergie nerveuse et un remords sincère. « 3 est mon cousin », expliqua Miguel en remuant son café d'une main tremblante. « Mais on n'est pas proche. Ma mère m'a fait promettre de veiller sur lui quand il aurait des problèmes de jeu. Mais c'est un meurtre, mec. Dis-moi tout. » Derek a dit qu'ils se rencontraient dans ce chalet depuis des mois. 3 m'a montré des photos de toi. Il a dit que tu étais un riche entrepreneur qui menait la vie dure aux travailleurs. Tu as donné l'impression que tu le méritais, tu sais. Mais ensuite, j'ai commencé à lire des articles sur ton entreprise en ligne. Tu emploies environ 200 personnes. Tu fais des dons à des œuvres caritatives. Tu n'es pas un riche méchant. Quel est le plan pour lundi? Le visage de Miguel est devenu pâle. 3 un type au bureau de l'inspecteur, quelqu'un qui lui doit de l'argent au poker. La grue va tomber en panne pendant que tu fais la visite matinale. On dirait que le système hydraulique de la flèche est en panne. Et tout te tombe dessus, mais ce ne sera pas une panne. Non, monsieur. 3 va couper les conduites hydrauliques juste assez pour qu'elles cèdent sous la pression. Quand tu démarras la grue pour l'inspection matinale, boum, plus de Derek Morrison. Derick étudia le visage de Miguel, y lisant une peur et une culpabilité sincères. Pourquoi m'as-tu prévenu? Parce que j'ai une fille, mec. Elle n'a que 2 ans, mais un jour, elle va me demander quel genre d'homme était son père. Je ne veux pas avoir à lui dire que j'ai aidé à tuer un innocent pour de l'argent. Miguel, je vais te demander de faire quelque chose de dangereux. Si tu dis non, je comprendrai, mais si tu dis oui, je veillerai à ce que toi et ta fille soyez pris en charge à vie. Miguel croisa le regard de Derick. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu aides 3 jusqu'au bout, mais j'ai besoin que tu documentes tout. Enregistre les conversations si tu peux. Prends des photos, rassemble des preuves. Peux-tu faire ça sans te faire prendre? Je pense que oui. 3 me fait confiance parce que nous sommes une famille. Derek fouilla dans sa veste et en sortit une enveloppe contenant $5000 en liquide. Ce n'est que le début. Quand tout sera terminé, il y en aura 50 000 de plus tu as un boulot dans ma boîte qui te paie 2 fois plus que ce que tu gagnes actuellement. Miguel fixait l'argent. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi ne pas simplement appeler la police? Le sourire de Derick était froid et calculateur, car je ne veux pas seulement les arrêter, Miguel. Je veux les détruire si complètement qu'ils regretteront d'être nés. Et pour cela, j'ai besoin qu'ils croient que leur plan fonctionne jusqu'au moment où tout s'écroule. Et s'ils te tuent avant que tu puisses les arrêter? Ils ne le feront pas, dit Derek avec une certitude absolue. Parce que je vais les devancer à chaque minute de chaque jour jusqu'à ce que tout soit terminé. Ce week-end-là, Derick a joué le rôle du mari sans méfiance à la perfection. Il s'est montré affectueux avec Amanda, a discuté de leurs projets de vacances et a même suggéré qu'ils renouvellent leurs vœux pour leur prochain anniversaire. Les réponses d'Amanda étaient enthousiastes et affectueuses. Chaque mot était un chef-d'œuvre de tromperie. Dimanche soir, alors qu'Amanda dormait à ses côtés, Derick a reçu un SMS de Miguel. C'est fait.
Rendez-vous demain à 18h. 3 dit, ce sera fini à 7h. Derrick contempla le visage paisible de sa femme sous le clair de lune qui filtrait à travers la fenêtre de leur chambre. Dans moins de 7 heures, elle assisterait de loin à la mort de son mari, soi-disant écrasé par une grue de sabotage. Celle qui avait promis de l'aimer dans la maladie comme dans la santé, pour le meilleur et pour le pire, comptait toucher 3 millions de dollars d'assurance vie avant même que son corps ne refroidisse. Derek Morrison avait bâti son empire en comprenant qu'en affaires, comme à la guerre, la victoire appartenait à celui qui était prêt à être plus impitoyable que ses adversaires. En observant le sommeil d'Amanda, il réalisa que le lendemain marquerait le début de la bataille la plus importante de sa vie. Et contrairement à sa femme et à son amant, Derek Morrison n'avait aucune intention de perdre. Chapitre 4. La tempête parfaite. Le lundi matin arriva avec un ciel couvert et la promesse de pluie. Un temps parfait pour ce que Derrick savait être l'un des jours les plus cruciaux de sa vie. Il suivit sa routine habituelle, café, douche, rapide coup d'œil à rapport de chantier, au revoir à Amanda, qui lui souhaita une bonne journée de travail avec ce que Derek reconnut désormais comme une impatience à peine dissimulée. À 5h45, Derek gara son camion devant le chantier de Millfield, observant l'équipe de surveillance de Tony prendre position. La camionnette de Miguel était déjà garée de l'autre côté de la rue, prête à enregistrer tout ce qui se passerait dans l'heure qui suivrait. Le téléphone de Derrick vibra, accompagné d'un SMS de Miguel. 3 ici. Installation immédiate. L'équipement exactement là où vous l'aviez prévu. La première phase du plan de Derrick était d'une simplicité élégante. Laisser 3 saboter la grue exactement comme prévu, mais s'assurer que Derek ne se trouverait pas à proximité de l'équipement en cas de dysfonctionnement. L'équipe de Tony avait identifié le point d'observation idéal d'où Amanda surveillerait. Une colline surplombant le chantier, à environ 375 mètres. À 6h15, Derek entra sur le chantier par le portail principal, prenant soin de saluer la caméra de sécurité. Il voulait un enregistrement clair de son heure d'arrivée. La surveillance de Miguel montrerait 3 en train de faire les derniers pas réglages du système hydraulique de la grue, pensant que Derrick effectuerait son inspection matinale de routine dans 15 minutes. Le téléphone de Derrick sonna. La voix de Tony était tendue. Cible acquise. Amanda est en position sur la colline. Elle a les jumelles braquées sur la grue. Elle a une vue dégagée sur tout. Parfait. Miguel, vous êtes là? Oui, monsieur. 3 vient de terminer le système hydraulique. Il me dit de me préparer à appeler les secours en cas d'accident. N'oubliez pas, faites semblant d'être choqué quand la grue tombe. Vous n'êtes qu'un simple témoin innocent qui a assisté par hasard à un tragique accident du travail. À 6h30 précise, Derek se dirigea vers la grue, casque en place, presse-papier à la main, jouant le rôle de la victime sans méfiance. Il monta dans la cabine de l'opérateur et lança la séquence de démarrage, sachant que Troy et Amanda observaient chaque mouvement. Le système hydraulique s'enclencha avec un bruit mécanique parfaitement normal. Derek actionna les commandes de la flèche, la soulevant et la faisant pivoter exactement comme il le ferait lors d'une inspection standard. Pendant 30 secondes, tout fonctionna parfaitement. Puis Derek activa l'arrêt d'urgence et sortit précipitamment de la cabine, disparaissant derrière une barrière en béton au moment même où les conduites hydrauliques de sabotage cédaient. La flèche de la grue s'abattit avec une force dévastatrice, écrasant la cabine de l'opérateur exactement là où Derek aurait dû être assis. Le bruit du métal tordu et du verre brisé résonna sur le chantier comme le tonnerre. La voix paniquée de Miguel résonna dans tout le chantier. Oh mon Dieu! Appelez le 911. Derrick est là-dessous. Derrick afficha un sourire sombre en s'accroupissant derrière la barrière en béton. Que Amanda pense avoir réussi. Qu'elle commence à planifier comment dépenser l'argent de son assurance vie. Pendant ce temps, les caméras de Tony enregistraient chaque instant de sa réaction depuis la colline. Le téléphone de Derrick vibrait de SMS d'employés et de fournisseurs inquiets, informés de l'accident par les scanners d'urgence. La performance était impeccable. 20 minutes plus tard, alors que les secours fouillaient les décombres à la recherche du corps de Derrick, Tony appela pour donner des nouvelles. Amanda venait d'appeler. Quelqu'un. Elle pleure, mais Derek, ce ne sont pas des larmes de chagrin. Elle a l'air soulagée, presque excitée. Qui a-t-elle appelé? Brennan. Il devrait arriver d'une minute à l'autre pour consoler la veuve endeuillée. Derek a quitté le chantier par une sortie arrière que l'équipe de Tony avait identifiée, s'éclipsant sans être détecté pendant que les premiers secours poursuivaient leur recherche.
La version officielle serait que le corps de Derek Morrison avait été complètement détruit dans l'effondrement de la grue. Un accident tragique qui déclencherait une longue enquête et une indemnisation très importante de l'assurance vie. Mais Derek Morrison n'était pas mort. Il était bien vivant et il allait devenir le pire cauchemar d'Amanda et Troy. La deuxième phase du plan de Derrick commença immédiatement. Tandis qu'Amanda jouait le rôle de la veuve dévastée sur le chantier, Derrick était déjà à 5 km de là, en réunion avec Harold Voss, l'associé principal du cabinet d'avocats qui gérait ses affaires. « Harold, j'ai besoin que vous exécutiez le plan d'urgence dont nous avons discuté, » dit Derek en posant une épaisse enveloppe sur le bureau de l'avocat. Voss ouvrit la enveloppe et examinait son contenu. Photographie, documents financiers, enregistrements audio et une chronologie détaillée du complot d'Amanda et Troy. Mon Dieu, Derek, c'est complet. C'est aussi irréfutable. Chaque élément de preuve a été recueilli légalement et est recevable au tribunal. Je veux que tu contactes immédiatement le bureau du procureur. Dis-leur que Derek Morrison est vivant et prêt à porter plainte pour tentative de meurtre et complot. Et ta femme ? La compagnie d'assurance. Le sourire de Derrick était tranchant comme une lame. Amanda est sur le point de découvrir que la police d'assurance vie de son mari contient une clause très intéressante concernant les indemnités en cas de fraude aux bénéficiaires. Elle n'obtiendra absolument rien. Et Troy Brennan est sur le point d'apprendre que ses dettes de jeu sont le cadet de ses soucis. À midi, Derek était assis dans le bureau de la procureure Patricia Henley, exposant toute la conspiration avec une précision méthodique qui avait fait sa réussite en affaires. Henley, un procureur coriace réputé pour traquer les criminels en col blanc, écoutait avec une stupéfaction croissante. « Monsieur Morrison, c'est l'une des tentatives de meurtre les mieux documentées que j'ai jamais vues. On peut obtenir des mandats d'arrêt en quelques heures. Je comprends, mais il faut que vous attendiez exactement 48 heures avant de procéder à des arrestations. Pourquoi ?» Derrick se pencha en avant, l'air froidement calculateur. « Parce que je veux qu'ils pensent qu'ils ont parfaitement réussi. Je veux qu'Amanda commence à dépenser l'argent qu'elle pense hériter. Je veux que Troy commence à planifier leur avenir ensemble. Et je veux qu'ils réalisent tous les deux à quel point ils ont été manipulés. C'est un jeu dangereux, Monsieur Morrison. Patricia. Ils essaient de m'assassiner pour de l'argent. Dangereux et bien trop peu pour décrire ce que je suis prêt à leur faire. Cet après-midi-là, des caméras cachées filment Amanda et Troy en train de faire la fête au chalet de montagne où ils avaient planifié la mort de Derrick. Les images les montrent trinquant au champagne, discutant du partage de l'argent de l'assurance et faisant l'amour sur le lit où ils ont planifié le meurtre de son mari. Miguel, jouant toujours son rôle de spectateur innocent, il a appelé Derek pour lui donner des nouvelles. Troy parle déjà d'emmener Amanda au Mexique une fois l'argent de l'assurance reçu. Ils pensent que tu es vraiment mort, mec. Ils le pensent tous les deux. Parfait. Continuez à tout filmer. Dans 48 heures, leur monde va s'effondrer. Mardi soir, Derrick a assisté à sa propre cérémonie funéraire, non pas en personne, mais grâce aux caméras de surveillance que Tony avait installées dans les pompes funèbres. Il a vu Amanda jouer la veuve en deuil avec brio, recevant les condoléances de ses associés, amis et membres de sa famille qui ignoraient qu'il assistait à une performance élaborée. Le moment le plus esséurant a été lorsqu'Amanda a prononcé un éloge funèbre en larmes sur leur mariage parfait et le dévouement de Derrick envers sa famille et ses employés. Chaque mot était un mensonge. Délivré avec une conviction digne d'un Oscar devant un public composé de personnes sincèrement attachées à Derek. Là elle est douée, a observé Tony, regardant la vidéo de surveillance avec Derek. Si je ne connaissais pas la vérité, je croirais chaque mot. Là elle a eu 12 ans pour parfaire sa performance, répondit froidement Derrick. Mais le spectacle est presque terminé. Mercredi matin, Derrick reçut la nouvelle qui l'attendait. Amanda avait contacté la compagnie d'assurance pour commencer à traiter sa demande de capital décès. Elle avait également pris rendez-vous avec 3 conseillers en placement pour discuter de la gestion de la succession de son défunt mari. 3, quant à lui, avait appelé ses créanciers pour leur assurer que ses dettes seraient réglées en quelques semaines. Il avait même versé un acompte pour un nouveau camion et commencé à chercher des maisons au Mexique. L'heure du dernier acte était arrivée. Dar appela Patricia Henley. 48 heures sont écoulées. Il est temps de les faire venir. Êtes-vous sûr d'être prêt ? Une fois les arrestations effectuées, il n'y aura plus de retour en arrière. Ceci deviendra un document public. Derek repensa à la prestation d'Amanda lors de sa cérémonie commémorative,
aux appels téléphoniques de Troy à ses créanciers pour célébrer l'événement, aux 12 années de mariage qui n'avaient apparemment rien signifié pour la femme qu'il avait aimée. Je n'ai jamais été aussi prêt à tout. L'arrestation aurait lieu simultanément à 6 heures du matin jeudi, exactement une semaine après la mort de Dererick. Amanda serait placée en garde à vue à leur domicile, tandis que Troy serait arrêté à son appartement. Tous deux seraient accusés de complot en vue de commettre un meurtre, de tentative de meurtre et de fraude. Mais la vengeance de Dererick ne s'arrêterait pas avec leurs arrestations. Elle ne ferait que commencer, car Derek Morrison avait appris quelque chose d'important sur lui-même au cours de la semaine écoulée. Il était capable d'une cruauté froide et calculatrice qui le surprenait lui-même. Et Amanda et Troy Brennan étaient sur le point de découvrir à quel point ils avaient sous-estimé l'homme qu'ils tentaient de tuer. Chapitre 5. Guerre psychologique. Le jeudi matin arriva avec un temps anormalement chaud, comme si la nature elle-même se moquait des plans impitoyables mis en œuvre une semaine plus tôt. Derek Morrison était assis dans un fourgon de surveillance banalisé à 2 pâtés de maison de chez lui, observant à travers des caméras puissantes une équipe d'agents fédéraux se préparer à arrêter sa femme. À 6 heures précises du matin, l'arrestation coordonnée commença. La maison de Dererick paraissait paisible dans la lumière du petit matin. La même maison où il avait partagé 12 ans de mariage, où il croyait construire une vie avec quelqu'un qu'il aimait. Amanda devait être dans leur chambre à ce moment-là, probablement encore endormie, rêvant des plages du Mexique et dépensant l'argent qu'elle pensait hériter de sa mort. Les agents fédéraux ne s'embarrassèrent pas de subtilité. Ils frappèrent à la porte d'entrée avec une autorité qui ne laissait aucune place à la négociation. Grâce à la vidéosurveillance, Dererick vit Amanda tituber jusqu'à la porte, en peignoir, encore à moitié endormie et totalement désemparée face à ce qui allait se passer. Amanda Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre et tentative de meurtre au premier degré. Derek ne put entendre ces paroles exactes, mais il put voir le visage d'Amanda à travers le téléobjectif. La progression des émotions était fascinante à observer. La confusion, puis l'incrédulité, puis l'horreur grandissante à mesure que la réalité de sa situation devenait évidente. « Vous et mon mari » a-t-elle exigé assez fort pour que l'équipement de surveillance puisse ramasser. « Mon mari est mort. »« De quoi parlez-vous » L'agent Sarah Collins, l'enquêteur principal du FBI sur l'affaire, s'est avancé avec un dossier Manille contenant des photos. « Madame Morrison, votre mari est très vivant et il a des choses très intéressantes à nous dire sur vos activités récentes. » Derek a regardé le visage d'Amanda devenir complètement blanc. C'était le moment qu'il attendait, l'instant où elle a réalisé que son plan parfait avait échoué de façon spectaculaire. Simultanément à travers la ville, Troy Brennan était traîné de son appartement menotté. Contrairement à Amanda, Troy a immédiatement compris ce qui se passait et a commencé à exiger un avocat avant même que les agents aient fini de lire ses droits. Smart man. Tony observait à partir de la camionnette de surveillance. Dommage qu'il n'était pas assez intelligent pour éviter d'essayer de tuer quelqu'un qui est meilleur dans ce jeu que lui. Le téléphone de Dererick a bourdonné un texte de Miguel en regardant les nouvelles. Saint homme. Vous l'avez vraiment fait. La première phase est terminée, a répondu Dererick. Maintenant, nous passons à la phase 2. La phase 2 était l'endroit où les affaires de Dererick et la compréhension de la psychologie humaine brillent vraiment. Les arrestations n'étaient que le début. Derek avait l'intention de détruire systématiquement tous les aspects de la vie d'Amanda et de Troy avec la même précision méthodique qu'il avait utilisée pour construire son empire de construction. À midi, Derek était assis dans le bureau de Patricia Henley en examinant les accusations qui seraient déposées contre ses tueurs. « Nous les avons. » Froid sur la tentative de meurtre, a expliqué Henley. Les preuves sont écrasantes. Des conversations enregistrées, des dossiers financiers, des témoignages de Miguel Santos et des preuves physiques de l'équipement saboté. Ils examinent 25 avis. Qu'en est-il de la caution? Compte tenu de la gravité des accusations et du risque de vol, je demande qu'il soit détenu sans caution. Le juge prendra la décision finale, mais je suis confiant. Un message selon lequel les trahisons viennent avec des conséquences qui s'étendent bien au-delà des phrases de prison. Plus de 200 000 $ de leur compte conjoint au cours des 8 derniers mois, faisant passer de l'argent dans Hidden Compte pour financer son avenir avec Troy. Jeudi soir, Dererick avait déposé des poursuites civiles pour récupérer chaque dollar volé plus les dommages et les frais juridiques. Les poursuites gèlent l'accès d'Amanda à tous les fonds restants et garantiraient que même si elle évitait en quelque sorte la prison, elle émergeait financièrement. La destruction financière de Troy était encore plus satisfaisante. Derek a contacté chacun des créanciers de Troy,
les sharks solitaires, les dettes du casino, les prêts commerciaux en cours, et les a informés que 3 Brennan étaient en garde à vue fédérale. Le message était clair. Percevez vos dettes maintenant. Parce que la situation financière de 3 n'allait que s'aggraver. Dans les 48 heures, les activités de construction de 3 étaient en faillite. Son équipement était repris et ses actifs restants étaient saisis par des créanciers qui avaient soudainement perdu de la patience avec ses horaires de paiement. Mais l'attaque psychologique la plus dévastatrice de Derrick n'était pas encore à venir. Samedi matin, Derek a rendu visite à Amanda dans la prison du comté où elle était détenue en attendant le procès. C'était leur première rencontre en face à face depuis le matin, elle l'avait embrassé au revoir avant son meurtre prévu. Amanda avait l'air homogène dans sa combinaison orange, ses cheveux roux non lavés et son comportement confiant habituel remplacé par une panique à peine contrôlée. Quand elle a vu Derrick entrer dans la salle de visite, très vivant et portant un costume cher, sa réaction était tout ce qu'il espérait. Derek, murmura-t-elle, des larmes commençant à couler. Le Dieu merci, tu es vivant. Je pensais que nous pensions tous. Il s'était marié. Tout ce qu'il a vu était un étranger portant le visage d'Amanda. Un sociopathe manipulateur qui essayait maintenant de se sauver en jetant son co-conspirateur sous le bus. Amanda, je veux que tu écoutes très attentivement, dit Derrick, sa voix calme et froide. Je vais m'assurer que vous obtenez la phrase maximale possible. Je vais témoigner contre vous avec des détails. Effectuez-moi de l'existence, Amanda. Il prévoit de témoigner que le tout était votre idée. Apparemment, votre grand amour est prêt à vous laisser prendre la chute pour sauver sa propre peau. La baleine angoissée qui a suivi Derek dans le couloir était le son le plus satisfaisant qu'il ait entendu depuis des semaines. Ce soir-là, Derek s'est assis dans son étude, en examinant les plans pour la reconstruction de sa vie. La maison serait vendue. Il ne pourrait plus jamais y vivre après ce que Amanda avait prévu. L'entreprise continuerait et se renforcerait plus que jamais. Et Derek Morrison émergerait de cette trahison plus dure, plus intelligente et infiniment plus impitoyable qu'auparavant. Son téléphone a sonné. La voix de Miguel était excitée. « Derek, vous devez activer les nouvelles de Channel 7. Il dirige l'histoire des arrestations. » Derrick a allumé la télévision pour voir sa propre photo. Un tir à la tête professionnelle du site web de son entreprise affiché à côté du rapport de l'Ancre sur le complot de meurtre raté. L'histoire avait tout. Un homme d'affaires prospère, sa belle mais perfide épouse, son amant qui était également une rivale commerciale, et un complot de meurtre digne d'un thriller hollywoodien. L'affaire est appelée l'un des plans de meurtre les plus élaborés de l'histoire du comté. L'Anchoir a rapporté que le PDG de Morrison Construction coopère pleinement avec les autorités et les sources affirmant que les preuves contre les défendeurs sont écrasantes. Derrick sourit froidement. D'ici demain, l'histoire serait reprise par les médias nationaux. Amanda et 3 deviendraient des comtes de Prudence, leur nom à jamais associé à la cupidité, à la trahison et à des régimes criminels défaillants spectaculaires. Mais la vengeance de Derrick était loin d'être complète. Le procès offrirait des opportunités pour une destruction encore plus complète de la vie de son ennemi. Et Derek Morrison, l'homme qui avait construit un empire par une planification minutieuse et une exécution impitoyable, ne faisait que commencer. Chapitre 6, les approches de calcul. 3 mois plus tard, Derek Morrison se tenait aux fenêtres du sol au plafond de son nouveau bureau de Penthouse, regardant la ville où il avait construit son empire et avait presque perdu la vie. La vue était spectaculaire. 30 étages au-dessus des rues où les gens ordinaires vivent leur vie ordinaire, ignorant qu'ils regardaient un homme qui avait récemment regardé la mort au visage et est devenu plus fort que jamais. La procédure judiciaire avait évolué avec une vitesse surprenante, grâce en grande partie aux preuves écrasantes que Derrick avait méticuleusement rassemblées. Les affaires d'Amanda et Troy avaient été séparées après que les avocats de Troy ont fait valoir que leur client avait été manipulé par l'épouse de Derrick. C'était une stratégie désespérée qui ne trompait personne, mais cela a donné à Derek la satisfaction de regarder ses ennemis se retourner les uns les autres comme des chiens de lapin. Son buzz d'interphone. « Monsieur Morrison, votre avocat, Monsieur Voss, est là pour votre réunion de préparation du procès. Envoyez-le. » Harold Voss est entré en portant une mallette épaisse et portant l'expression d'un homme qui avait vu de nombreuses batailles d'audience, mais qui détenait rarement des cartes aussi fortes. « Derek, nous devons passer en revue votre témoignage une fois de plus. Le procès commence lundi et Patricia veut s'assurer que chaque détail est parfait. » Derek se détourna de la fenêtre, son visage calme et composé. « Harold, je me prépare pour ce témoignage depuis des mois. Chaque mot, chaque pause,
Chaque geste a été calculé pour un impact maximal. La défense va essayer de vous peindre en tant que mari vengeur qui a orchestré toute cette situation pour encadrer une femme innocente. Le rire de Eric était froid et sans humour. Innocent Harold. Elle a essayé de me tuer pour de l'argent d'assurance. Le jury va voir des photos de sa célébration à la cabine de 3 pendant que mon service commémoratif était prévu. Ils vont entendre des enregistrements en discutant de la façon de dépenser mon argent d'assurance vie. Ils vont voir des dossiers financiers montrant qu'elle a détourné des centaines de milliers de dollars de ses comptes conjoints. L'avocate d'Amanda prétend qu'elle a été abusée émotionnellement, qu'elle craignait pour sa vie, que Troy l'a manipulée pour suivre son plan. Et que disent les preuves à ce sujet? Voss a ouvert sa mallette et répandu des photographies sur la table de conférence de Eric. Les images ont raconté une histoire dévastatrice. Amanda et Troy riant ensemble dans les restaurants, embrassant passionnément dans les chambres d'hôtel. Amanda conduisant des voitures chères qu'elle avait achetées avec de l'argent volé. Troy et Amanda toasting avec du champagne à la cabine de montagne où ils avaient prévu la mort de Eric. La preuve indique qu'elle était une participante disposée et enthousiaste à un complot de meurtre, a conclu Voss. Mais les jurys peuvent être imprévisibles, surtout lorsque l'accusée est une femme séduisante avec une histoire sympathique. Eric se dirigea vers son bureau et ramassa un dossier marqué des plans d'urgence. Harold, j'ai passé toute ma carrière à préparer les pires scénarios. Cette situation n'est pas différente. Qu'y a-t-il dans le dossier? Assurance. Si le jury ne parvient pas à condamner Amanda et Troy de tenter de meurtre, j'ai des stratégies de sauvegarde qui garantissent qu'ils paient toujours ce qu'ils essaient de me faire. Le patron avait l'air nerveux. Derek, vous ne pouvez pas prendre justice en main. Je ne parle pas de la justice vigilante, Harold. Je parle de litige civil, de guerre financière et de destruction sociale qui sera complètement légale et absolument dévastateur. Ces gens ont essayé de m'échanger de l'existence. Si le système de justice pénale ne les tient pas responsables, je trouverai d'autres moyens de s'assurer qu'ils passent le reste de leur vie à payer leur trahison. Cet après-midi, Derek a rencontré Miguel Santos dans un restaurant haut de gamme à travers la ville. Miguel avait bien nettoyé. Fini l'uniforme de la station-service et le comportement nerveux, remplacé par un costume bien taillé et le port confiant d'un homme dont la conscience était finalement claire. Tu as l'air bien, Miguel. Comment fonctionne le nouvel emploi? C'est incroyable, Derek. Je gagne plus d'argent que je n'en ai jamais rêvé. Et votre chef d'équipe dit que j'ai un réel potentiel dans la gestion de la construction. Miguel s'arrêta, remuant son café. Je ne peux toujours pas croire que tout a commencé avec moi en travaillant un quart de nuit dans une station-service. Vous avez fait la bonne chose quand cela importait le plus. Cela vaut quelque chose dans ce monde. Selon vous, que va-t-on leur arriver? Amanda et Troy, l'expression de Derek se durcit. Ils vont apprendre que certaines trahisons ont des conséquences qui s'étendent bien au-delà des peines de prison. Même s'ils évitent en quelque sorte la conviction, ceux qui ne le feront pas, leur vie telle qu'ils les connaissaient sont terminées. Vous pensez vraiment que le jury condamnera? Miguel? Vous allez témoigner sur la surface de leur complot de meurtre? L'équipe de surveillance de Tony va présenter des photographies et des enregistrements qui prouvent la permétation. Le comptable médico-légal va montrer des dossiers financiers qui prouvent le détournement d'Amanda et les dettes de jeu de Troy. L'expert en équipement va montrer exactement comment ils ont saboté la grue. Derek se pencha en avant, sa voix prenant le ton de l'homme qui avait passé des années à conclure des offres commerciales complexes. Mais surtout, je vais prendre position et regarder chaque juré dans les yeux en décrivant ce que cela fait de découvrir que votre femme de 12 ans prévoit de vous assassiner pour de l'argent. Au moment où j'ai fini de témoigner, le jury ne voudra pas simplement condamner Amanda et Troy. Ils voudront jeter la clé. Ce soir-là, Derek s'est rendu sur le chantier de construction où sa mort avait été organisée 3 mois plus tôt. La grue avait été réparée et était de retour en service, mais Derek pouvait encore voir les cicatrices dans le béton où le boom du sabotage s'était écrasé. Le projet du centre commercial de Millfield était presque terminé maintenant, un témoignage de la détermination de Eric à ne pas laisser ses ennemis détruire ce qu'il avait construit. Son téléphone a sonné. La voix de Tony Richie était excitée. Derek, vous devez entendre cela. Nous venons d'intercepter un appel téléphonique entre Amanda et Troy. Ils prévoient de changer leur paix vers quoi? Amanda va revendiquer une folie temporaire et Troy va plaider coupable à une accusation moindre en échange de témoignages contre elle. Ils essaient de se sauver en se détruisant. Eric sourit cynisme.
Parfait. Laissez-les se battre comme des animaux. Cela facilitera encore l'emploi de l'accusation. Il y a plus. La famille d'Amanda parle de l'hypothèque de leur maison pour payer sa défense. Ils croient toujours qu'elle est innocente, que vous l'avez en quelque sorte encadrée. Ils apprendront la vérité lorsque les preuves seront présentées au procès. Et quand ils le feront, Amanda perdra le dernier déchaînement de soutien qu'elle a quitté. Alors que Derek rentrait chez lui dans son nouvel appartement, il avait vendu la maison qu'il avait partagée avec Amanda et emménagé dans un centre-ville de haut niveau de luxe. Il a réfléchi à quel point sa vie avait changé en quelques mois seulement. L'homme qui avait été un mari de confiance était parti, remplacé par quelqu'un plus difficile, plus froid et infiniment plus dangereux pour ceux qui pourraient envisager de le trahir. Le procès commencerait dans 4 jours. Derrick avait passé des semaines à préparer son témoignage, s'entraînant devant les miroirs et les jurys simulés jusqu'à ce que chaque mot soit parfait. Il avait soigneusement choisi sa garde-robe. Un costume de la marine sombre qui a transmis l'autorité et la respectabilité. Un lien qui a suggéré un succès sans ostentation. Des chaussures qui chuchotaient plutôt que criaient de la richesse. Mais plus que son apparence, Derrick avait préparé son état d'esprit. Il serait calme, contrôlé et d'une efficacité dévastatrice. Sur le stand des témoins, il examinerait directement Amanda alors qu'il décrivait sa trahison, la forçant à affronter les conséquences de ses actions. Il parlerait au jury comme un être humain à un autre, les aidant à comprendre la profonde violation de la confiance que la tentative de meurtre représente. Et lorsque son témoignage a été terminé, lorsque le jury avait entendu tous les détails du complot d'Amanda et de Troy, Derek Morrison aurait enfin la justice qu'il avait méthodiquement, patiemment, impitoyablement. Le calcul était presque à portée de main. Chapitre 7. Justice servir le froid. Lundi matin, il est arrivé avec un ciel d'automne croquant et un ciel cristal clear. Un temps parfait pour ce que Derek Morrison savait serait le jour le plus important de sa vie depuis cette nuit à la station-service lorsque Miguel Santos lui avait glissé un avertissement qui a tout sauvé. Le palais de justice était une imposante structure de granit qui avait été témoin de décennies de drames humains. Mais il y avait rarement un cas avec des enjeux aussi personnels et dévastateurs que les gens contre Amanda Morrison et Troy Brennan. Derek est arrivé 30 minutes plus tôt, vêtu de son costume de marine soigneusement choisi, projetant la confiance calme d'un homme qui avait passé des mois à se préparer à ce moment. L'attention des médias était intense. Des camions de nouvelles locaux ont bordé la rue et les journalistes avec des caméras ont tenté d'attirer l'attention de Derek alors qu'il montait les marches du palais de justice. L'histoire avait capturé l'imagination du public. Un homme d'affaires prospère presque assassiné par sa femme et son amant, sauvé uniquement par la conscience coupable d'un préposé de la station-service qui était le cousin du tueur de la Found. Monsieur Morrison, a appelé un journaliste, que pensez-vous de faire face à votre femme devant le tribunal aujourd'hui? Derek s'arrêta à l'entrée du palais de justice, regarda directement dans la caméra et parlait avec l'autorité calme qui lui avait fait des millions en construction. Aujourd'hui, c'est la justice. Il s'agit de tenir les gens responsables de leurs actions. Et il s'agit de montrer que certaines trahisons ont des conséquences qui s'étendent bien au-delà de ce que les auteurs ont jamais imaginé. À l'intérieur de la salle d'audience, Derek a pris place dans la galerie derrière la table de l'accusation où Patricia Henley organisait ses dossiers avec une précision méthodique d'un chirurgien se préparant à une opération complexe. Les preuves contre Amanda et Troy ont rempli plusieurs boîtes. Photographies, enregistrements, documents financiers et déclarations de témoins qui ont peint une image indéniable du meurtre prémédité. À 9 h, Amanda a été conduite dans la salle d'audience dans des chaînes dans une combinaison orange. Derek a étudié le visage de sa femme alors qu'elle était assise à la table de défense, notant comment 3 mois dans la prison du comté l'avaient changé. Fini la belle et belle femme qu'il avait embrassée au revoir le matin de son meurtre prévu. À sa place était assise un inconnu aux yeux creux qui semblait avoir vieilli des années en quelques mois seulement. Troy est entré séparément. Sa propre équipe juridique l'ayant convaincu que la coopération avec les procureurs a offert sa seule chance d'éviter une peine d'emprisonnement à perpétuité. Il avait l'air encore pire qu'Amanda. Le stress des factures juridiques croissantes et la menace constante de violence des créanciers impayés ont fait des ravages visibles. Le juge Martin Riss a appelé le tribunal à l'ordre et le procès que Derek prévoyait depuis des mois. La déclaration d'ouverture de Patricia Henley était un chef-d'œuvre de la narration des procureurs. Elle a parcouru le jury à travers l'ensemble du complot chronologiquement de la première liaison d'Amanda avec Troy à leur dernière célébration à la cabine de montagne tandis que le service commémoratif de Derrick était prévu. Mesdames et messieurs du jury, Henley a conclu, cette affaire concerne la cupidité,
la trahison et la tentative de meurtre sous sa forme la plus froide. Les défendeurs n'avaient pas simplement l'intention de tuer Derek Morrison. Ils prévoient de profiter de sa mort tout en faisant semblant de le pleurer. Ils ont calculé que sa vie valait exactement 3 millions de dollars en argent d'assurance, et ils sont venus quelques minutes suivant la collecte de cet argent de sang. L'avocat de la défense d'Amanda, un avocat pénal cher nommé Robert Shinn, a tenté de peindre son client victime de violences domestiques et de manipulation de Troie. C'était une stratégie désespérée qui s'est effondrée au moment où l'accusation a commencé à présenter des preuves. Miguel Santos a été le premier témoin, et son témoignage a été dévastateur. Vêtu d'un costume net et parlant avec une dignité tranquille, Miguel a décrit entendant Troie et Amanda planifiant le meurtre de Derek à la cabine de montagne, la pression que Troie avait exercée sur lui pour participer et sa décision ultime d'avertir Derek à la place. « Pourquoi avez-vous décidé d'avertir Monsieur Morrison ?» demanda Hanley. Miguel regarda directement le jury. « Parce que j'ai une fille de 2 ans, et un jour elle va me demander quel genre d'homme était son père. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je laissais une personne innocente être assassinée pour de l'argent. » L'avocat d'Amanda a tenté de secouer le témoignage de Miguel lors du contre-interrogatoire, suggérant qu'il mentait pour éviter les poursuites pour son propre rôle dans le complot. Mais l'histoire de Miguel est restée cohérente, son comportement est resté crédible, et sa motivation, protégeant un homme innocent tout en préservant sa propre conscience, a résonné puissamment avec le jury. Le cas de l'accusation a pris de l'élan au cours des 2 prochains jours. Tony Ricci a présenté des photographies et des enregistrements de surveillance qui ont montré qu'Amanda et Troie se réunissaient régulièrement pendant des mois, discutant de leurs plans et célébrant ce qu'ils croyaient être la mort de Derek. Le comptable judiciaire a détaillé le détournement systématique d'Amanda de plus de 200 000 $ à partir de comptes conjoints. L'expert en équipement a démontré exactement comment la grue avait été sabotée et a expliqué que Derek aurait été tué instantanément s'il avait été dans le taxi de l'opérateur lorsque le boom s'est effondré. Mais le moment le plus puissant est venu mercredi après-midi lorsque Derek Morrison a pris la position du témoin. Derek avait pratiqué ce témoignage des dizaines de fois. Mais assis sur la chaise des témoins, regardant la salle d'audience bondée, il a ressenti le poids total de ce qu'Amanda et Troie avaient essayé de lui prendre. Pas seulement sa vie mais son entreprise, sa réputation, sa confiance dans la nature humaine elle-même. Patricia Hanley a guidé Derek à travers son témoignage avec l'habileté d'un conducteur menant une symphonie. Derek a décrit son mariage avec Amanda, son succès croissant dans la construction, et sa confiance totale dans la femme qu'il aimait depuis 12 ans. Il a parlé de la réception de l'avertissement de Miguel à la station-service, de son enquête sur l'affaire d'Amanda et de sa prise de conscience croissante que sa femme prévoyait de l'assassiner. Monsieur Morrison, Hanley a demandé, pouvez-vous décrire ce que cela faisait de découvrir que votre femme prévoyait de vous tuer? Derek était silencieux pendant un long moment, et quand il parlait, sa voix portait le poids d'une véritable douleur mélangée à une fureur froide. J'avais l'impression d'avoir toute ma vie révélée comme un mensonge. 12 ans de mariage, chaque conversation, chaque moment intime, chaque plan que nous avions fait pour l'avenir, tout cela n'avait pas de sens pour elle. J'étais juste un obstacle entre Amanda et 3 millions de dollars en argent d'assurance. Derek regarda ensuite directement Amanda, qui ne pouvait pas rencontrer ses yeux. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était de réaliser qu'elle voulait me regarder mourir. Elle ne voulait pas simplement que je morte. Elle voulait être là quand c'est arrivé. Elle voulait voir l'homme qu'il aimait pendant 12 ans écrasé à mort par des machines qu'elle avait aidé à saboter. Le silence dans la salle d'audience était absolu. Plusieurs jurés étaient visiblement émotifs et Amanda sanglotait tranquillement à la table de défense. Monsieur Morrison Hanley a poursuivi, comment cette expérience vous a-t-elle changé? La réponse de Derek a été mesurée en froid. Il m'a appris que certaines personnes sont capables de trahison si profonde que le pardon devient impossible. Il m'a montré que la confiance, une fois complètement cassée, ne peut jamais être réparée. Et cela m'a fait comprendre que lorsque quelqu'un essaie de détruire votre vie, la seule réponse appropriée est de s'assurer qu'il fait face aux conséquences suffisamment graves pour correspondre à ses actions. L'avocat de la défense d'Amanda a tenté de suggérer pendant le contre-interrogatoire que Derek avait en quelque sorte orchestré toute la situation, qu'il avait manipulé des événements pour encadrer sa femme. Mais le témoignage de Derek est resté cohérent. Son comportement est resté crédible et les preuves physiques ont soutenu tous les aspects de son histoire. Jeudi matin, le témoignage de Troy Brennan dans le cadre de son accord de plaidoyer. En espérant se sauver d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, Troy a fourni des détails dévastateurs sur le complot, confirmant qu'Amanda avait été un participant avide et volontaire à la planification du meurtre de Derek.
Mais le témoignage de Troy s'est retourné de façon spectaculaire lorsqu'il a essayé de minimiser son propre rôle tout en peignant Amanda comme cerveau. Ses mensonges évidents et ses déclarations égoïstes ont détruit toute sympathie que le jury aurait pu avoir pour l'un ou l'autre défendeur. Vendredi après-midi, après moins de 2 heures de délibération, le jury est revenu avec leur verdict. Sur l'accusation de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré, nous jugeons la défenderesse Amanda Morrison coupable. Sur l'accusation de tentative de meurtre au premier degré, nous jugeons la défenderesse Amanda Morrison coupable. Pour l'accusation de fraude au premier degré, nous jugeons la défenderesse Amanda Morrison coupable. Derek a regardé Amanda s'effondrer alors que les verdicts étaient lus. 12 ans de mariage réduits à 3 verdicts de culpabilité et la promesse de décennies de prison. Troy a reçu des verdicts similaires. Son accord de plaidoyer le sauvant de la vie sans libération conditionnelle, mais garantissant toujours qu'il passerait au moins 25 ans derrière les barreaux. Alors que Derek quittait le palais de justice cet après-midi-là, entouré de journalistes et de caméras, il a fait une dernière déclaration. La justice a été rendue aujourd'hui. Mais plus important encore, un message a été envoyé. Il y a des trahisons qui ont des conséquences au-delà de tout ce que les auteurs pourraient imaginer. J'espère qu'Amanda et Troy auront le temps d'y penser pendant leur très longue peine de prison. Ce soir-là, Derek était assis seul dans son appartement de Penthouse en regardant les lumières de la ville. Le procès criminel était terminé, mais sa vengeance n'était pas encore terminée. Il y aurait des poursuites civiles pour récupérer les dommages-intérêts. Il y aurait la destruction systématique des intérêts commerciaux restants de Troy. Et il y aurait la satisfaction de savoir qu'Amanda passerait les meilleures années de sa vie dans une cellule de prison en pensant à l'homme qu'elle a tenté de tuer. Derek Morrison avait survécu à la trahison ultime et est sorti victorieux. Mais plus que cela, il a découvert quelque chose d'important sur lui-même. Il était capable d'un niveau d'impitoyabilité patiente et méthodique que même lui n'avait pas pleinement compris auparavant. Et cette connaissance le servirait bien dans les années à venir. Chapitre 8. La comptabilité finale. 6 mois après la condamnation d'Amanda et Troy, Derek Morrison se tenait dans le même palais de justice où la justice avait été rendue. Mais cette fois, il était là pour la procédure civile qui terminerait sa destruction systématique de tous ceux qui l'avaient trahi. Le procès pénal avait été sur la justice. Les combinaisons civiles concernaient la vengeance. Amanda était assise à la table de l'accusé avec de la prison orange, ses mains enchaînées, ressemblant à une femme brisée qui avait vieilli une décennie depuis son arrestation. La belle et belle épouse qui avait prévu le meurtre de Derek avait disparu, remplacée par un condamné aux yeux creux qui passerait les 30 prochaines années en prison à sécurité maximale. Troy n'était pas présent. Il avait déjà signé des accords en remettant le peu de ses actifs pour éviter un jugement encore plus important. Son entreprise de construction était disparue. Son équipement avait été vendu pour payer les créanciers et sa réputation dans l'industrie a été détruite en permanence. L'homme qui pensait pouvoir assassiner un concurrent et voler sa femme travaillait dans la lessive de la prison pendant 90 cents par heure. Monsieur Morrison, avocat civil de Derek, s'est adressé au juge. Nous demandons des dommages-intérêts de 15 millions de dollars, 5 millions pour la détresse émotionnelle, 5 millions pour les opportunités commerciales perdues au cours de la période d'enquête et 5 millions de dommages-intérêts punitifs pour garantir que l'accusé comprend les conséquences complètes de ses actions. Le défenseur public surmené d'Amanda pouvait à peine monter une réponse cohérente. La famille d'Amanda s'était mise en faillite en payant sa défense pénale, et elle a maintenant fait face à ce jugement civil sans ressources et sans espoir. Votre honneur, le défenseur public a déclaré faiblement, mon client purge déjà une peine de 30 ans de prison. Elle n'a aucun actif et aucune capacité à porter un jugement. Derek se leva et s'adressa directement au tribunal. Votre honneur, il ne s'agit pas de collecter de l'argent auprès de quelqu'un qui n'a rien. Il s'agit de s'assurer que chaque aspect de la vie d'Amanda Morrison reflète les conséquences complètes de sa tentative de me tuer. Je veux un jugement qui la suivra pour le reste de sa vie, en s'assurant qu'elle ne jouit jamais d'un moment de sécurité financière ou de tranquillité d'esprit. Le juge Hendricks a accordé à Derek les 15 millions de dollars, créant une dette qui entrait Amanda pour toujours, même si elle vivait en quelque sorte assez longtemps pour être libérée de prison. Mais la vengeance la plus satisfaisante de Derek n'était pas encore à venir. Cet après-midi, Derek a rencontré Patricia Henley à son bureau pour discuter de la phase finale de sa destruction méthodique de ses ennemis. Les condamnations pénales n'étaient que le début, n'est-ce pas? Henley a observé, étudiant le comportement calme de Derek. Patricia, ils ont essayé de m'efficher de l'existence. Je rends simplement la faveur,
mais je le fais mieux qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Dererick a ouvert un dossier épais sur le bureau de Hanley. J'ai passé les 6 derniers mois à enquêter sur tous les aspects de la vie d'Amanda et de Troy. Leur famille, leurs amis, leurs associés commerciaux, leurs relations sociales. J'ai systématiquement contacté toutes les personnes qui ont déjà eu une relation avec l'un ou l'autre et je me suis assuré de comprendre exactement quel genre de personne il est vraiment. C'est minutieux. La sœur d'Amanda, Julie, qui lui a fourni des alibis pendant la phase de planification. J'ai fourni à Julie l'employeur des preuves qu'elle était un accessoire après coup. Julie a perdu son emploi et fait face à ses propres accusations criminelles. Derek a tourné la page, révélant des photographies et des documents. Le cousin de Troy, Marcus, qui a aidé à blanchir une partie de l'argent volé par son magasin d'auto. Son entreprise fait l'objet d'une enquête par l'IRS, et il regarde 5 ans pour le blanchiment d'argent. Et tout cela est légal, complètement légal. Je m'assure simplement que tous ceux qui ont permis à Amanda et Troy de conspiracy soient confrontés à des conséquences appropriées pour leurs actions. La vengeance systématique de Dererick s'est étendue au-delà des accomplissements criminels. Il avait utilisé ses relations commerciales et ses ressources financières pour s'assurer que les membres de la famille d'Amanda ont perdu des emplois, confrontés à des procédures de forclusion et se sont retrouvés ostracisés dans les cercles sociaux qui ne voulaient plus s'associer à la famille d'un meurtrier condamné. C'était impitoyable, complet et tout à fait dévastateur. Mais le chef-d'œuvre de la vengeance de Dererick était réservé à Amanda elle-même. Ce soir-là, Dererick a visité Amanda en prison pour la 2e et dernière fois. Elle avait l'air encore pire qu'elle ne l'avait fait lors du procès civil. Plus mince, plus gris, avec une posture vaincue de quelqu'un qui avait tout perdu et savait que cela ne serait jamais mieux. Dit Derek, Amanda dit tranquillement en s'asseyant en face d'elle dans la salle de visite. J'espérais que tu viendrais. Avez-vous maintenant? J'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Non pas parce que je me suis fait prendre, mais parce que je comprends enfin ce que j'ai jeté. Ce que nous avions était réel, Derek. Notre mariage signifiait quelque chose, même si j'en ai perdu de vue. Dererick a étudié le visage de son ancienne épouse, à la recherche de toute trace de manipulation ou de tromperie. Il n'a vu que de sincères remords, ce qui, d'une certaine manière, a rendu sa trahison encore plus impardonnable. Amanda, je veux que tu comprennes très clairement une chose. Je ne suis pas venu ici pour tes excuses. Je suis venu te dire exactement à quoi ressemblera ta vie pour les 30 prochaines années. Le visage d'Amanda est devenu pâle. Tu n'auras plus jamais d'intimité. Chaque appel téléphonique sera surveillé. Chaque lettre sera lue. Chaque visiteur sera filtré. Tu travailleras pour un salaire de misère, quel que soit le travail que la prison t'assignera. Et chaque centime que tu gagneras servira à financer le jugement de 15 millions de dollars que tu ne pourras jamais espérer payer. Dererick se pencha en avant, sa voix prenant la précision froide qui lui avait rapporté des millions en affaires. Ta famille a été détruite. Ta sœur est poursuivie au pénal. Tes parents ont perdu leur maison pour payer ta défense. Tes rares amis restants ont appris exactement quel genre de personne tu es vraiment. Derek, je t'en prie. Je n'ai pas fini. À votre libération, si vous l'êtes, vous aurez la 60aine, sans argent, sans logement, sans famille et sans perspective. Vous serez une meurtrière condamnée qui a passé les plus belles années de sa vie en prison. Et chaque vérification d'antécédents pour le reste de ton existence rappellera au monde ce que tu essaies de me faire. Amanda pleurait ouvertement, mais Dererick n'éprouvait aucune compassion. Il ne ressentait que la froide satisfaction d'un travail parfaitement accompli. Mais surtout, Amanda, je veux que tu saches que j'ai reconstruit tout ce que tu essaies de détruire. Mon entreprise est plus prospère que jamais. Je me suis remarié avec une femme qui m'aime vraiment au lieu de vouloir me tuer. J'ai la famille et la vie que j'ai toujours voulu, tandis que tu as exactement ce que tu mérites. Dererick se leva pour partir, puis s'arrêta à la porte. Oh, et Amanda, Troy envisage de faire appel de sa condamnation, et ses avocats pensent que témoigner que tout le complot de meurtre était ton idée pourrait lui permettre d'obtenir une réduction de peine. Apparemment, ton grand amour essaie toujours de te détruire pour se sauver. Le son des sanglots angoissés d'Amanda suivit Derek dans le couloir de la prison, mais il ne ressentait aucune satisfaction dans sa douleur. Il ne ressentait que le calme et la plénitude qui viennent d'un travail bien fait et minutieusement. 2 ans plus tard, Derek Morrison se tenait à l'autel de l'église où il avait épousé Amanda 15 ans plus tôt, échangeant ses vœux avec Sarah Shawn, l'expert comptable qui avait aidé à élucider les crimes financiers d'Amanda.
Sarah était tout ce qu'Amanda avait prétendu être, intelligente, loyale, sincèrement aimante et totalement digne de confiance. Était présent au mariage Miguel Santos, désormais contremaître de Dororik et l'un de ses amis les plus proches, et Tony Ricci, qui était devenu le chef de la sécurité de Dororik pour l'empire Morrison Heavy Industries, en pleine expansion. En embrassant sa nouvelle épouse, Derek songea à quel point cette trahison l'avait profondément transformé. Le mari confiant qui croyait en l'amour inconditionnel avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus dur, de plus prudent et d'infiniment plus dangereux pour ceux qui pourraient envisager de le trahir. Amanda Morrison était désormais la prisonnière numéro 47829 du centre de haute sécurité pour femmes, travaillant à la cuisine de la prison pour 90 cents de l'heure, et risquant de mourir derrière les barreaux. Troy Brennan purgeait sa peine dans une prison. Un établissement pour hommes à 300 mètres. Ses appels avaient été rejetés et son ancienne vie complètement effacée. Derek Morrison avait survécu à la trahison ultime et en était sorti non seulement victorieux, mais transformé en quelqu'un qui ne serait plus jamais vulnérable. À la tromperie dévastatrice qui avait failli lui coûter la vie. Alors qu'il dansait avec sa nouvelle épouse à leur réception de mariage, Dororik souriait avec la satisfaction tranquille d'un homme qui avait obtenu justice. Certaines trahisons, avait-il appris, entraînent des conséquences bien au-delà de ce que leurs auteurs auraient pu imaginer. Et Derek Morrison avait appliqué ces conséquences avec la même précision méthodique qui lui avait permis de gagner des millions dans le secteur de la construction, de manière complète, impitoyable et permanente. Chapitre 9. La nouvelle fondation. 5 ans après l'avertissement concernant une station-service qui lui avait sauvé la vie, Derek Morrison se tenait dans son bureau d'anglo 40e étage de la Morrison Tower, le siège social rutilant de ce qui était devenu le plus grand empire de la construction de la côte ouest. L'entreprise dont Amanda avait tenté d'hériter par un meurtre employait désormais plus de 2000 personnes et générait des revenus. Des revenus approchant le demi-milliard de dollars par an. Depuis le bureau de Dororik, la vue embrassait toute la ville, y compris la prison du comté où Amanda avait été détenue pour la première fois, le palais de justice où justice avait été rendue et les chantiers où les équipes de Dororik bâtissaient l'avenir. Cette vue lui rappelait chaque jour le chemin parcouru depuis cette nuit où un pompiste effrayé lui avait glissé un mot qui avait tout changé. La voix de sa secrétaire résonna dans l'interphone. « Monsieur Morrison, votre rendez-vous de 15 heures est arrivé. Faites-le entrer. » Miguel Santos entra, vêtu du costume sur mesure d'un cadre dirigeant prospère, les plans d'architecture sous le bras, et arborant l'assurance du vice-président des opérations de Morrison Heavy Industries. Le jeune homme effrayé, qui travaillait de nuit dans une station-service, avait disparu, remplacé par l'un des latinos les plus fidèles et amis les plus proches de Derek. Le projet Riverside est en avance sur le calendrier et dans les limites du budget, rapporta Miguel en étalant les plans sur la table de conférence de Dororik. Le client est tellement impressionné qu'il parle déjà de la phase 2. Derek examina les plans avec un œil expert de quelqu'un qui a bâti sa fortune, comprenant chaque détail des projets de construction complexes. Excellent travail, Miguel. Comment va votre fille? Isabelle a maintenant 7 ans, lit au niveau du lycée et veut devenir architecte plus tard. Miguel sourit. Elle dit qu'elle veut construire de beaux bâtiments comme Oncle Derek. Oncle Derek était le nom qu'Isabella avait donné à Derek depuis ses 3 ans, et Dororik se sentait toujours réconforté de penser que la trahison d'Amanda l'avait tué à jamais. La famille de Miguel était devenue la famille choisie par Dororik, prouvant que la confiance, une fois bien accordée, pouvait créer des liens plus forts que le sang. Le téléphone personnel de Dororik vibra, accompagné d'un SMS de sa femme, Sarah. Dîner à 19h. Les jumeaux ont quelque chose à vous montrer. Dororik sourit au message. Sarah était enceinte de 6 mois de leur 3e enfant, et leurs jumeaux de 5 ans, Derek Jr. et Amanda, prénommés ironiquement en l'honneur de la femme qui avait failli anéantir la confiance de leur père, étaient constamment en contact. Créant de nouveaux chefs-d'œuvre qu'ils insistaient pour montrer dès qu'ils franchissaient la porte. Miguel, finissons en. Je promets à Sarah que je serai à la maison pour le dîner. Tandis que Miguel préparait ses plans, Derek songea à la façon dont sa vie avait été complètement reconstruite. L'appartement en attique avait été remplacé par une vaste propriété dans les collines, où le rire de Sarah résonnait dans les pièces remplies de jouets d'enfants et de photos de famille. L'homme prudent et meurtri qui avait surgi de la trahison d'Amanda avait réappris à aimer, à faire confiance, mais avec la sagesse acquise après avoir survécu à la tromperie ultime. L'interphone de Derek sonna de nouveau. Monsieur Morrison, un appel des services correctionnels. Quelque chose à propos de la prisonnière 47 829 qui demande à vous parler, Amanda. Même après 5 ans,
entendre son numéro de prisonnière pouvait encore raviver des souvenirs de la femme qui avait planifié son meurtre avec une précision si méthodique. Derrick avait déjà reçu des demandes similaires à 2 reprises et les avait ignorées. Aujourd'hui, cependant, quelque chose le rendait curieux de savoir ce que son ex-femme pourrait bien faire. Je t'en parlerai plus tard. Pour l'instant, j'ai envie de voir les chefs-d'œuvre que les jumeaux ont créés. Tandis que Derek jouait avec ses enfants et aidait Sarah à préparer le dîner, il repensait à l'appel téléphonique avec Amanda. Sa révélation sur la grossesse ajoutait une dimension supplémentaire à sa trahison, mais cela ne changeait rien de fondamental. Elle avait toujours planifié son meurtre avec une précision glaciale, toujours célébré ce qu'elle pensait être sa mort, toujours privilégié l'argent et le désir à l'amour et à la loyauté. La différence, c'est que Derek Morrison ne se définissait plus par la trahison d'Amanda. Il avait construit quelque chose de meilleur, de plus fort, quelque chose qui honorait l'homme qu'il avait été avant cette nuit à la station-service, tout en intégrant la dure sagesse qu'il avait acquise par la suite. Après le dîner, tandis que Derrick bordait ses enfants, Derek Jr. 5 ans, posa la question qui était devenue leur rituel nocturne. « Papa, raconte-nous l'histoire de l'oncle Miguel et de la station-service. » Derek s'installa dans le fauteuil entre leurs lits et commença l'histoire qu'il avait racontée des centaines de fois, sans jamais se lasser. Il était une fois. Autrefois, un homme pensait tout savoir sur ceux qu'il aimait. Mais un soir, dans une station-service loin de chez lui, il apprit que les avertissements les plus cruciaux venaient parfois des endroits les plus inattendus. Derek raconta l'histoire en supprimant la violence et la trahison, se concentrant plutôt sur les thèmes du courage, de la loyauté et de l'importance de choisir d'aider les autres, même dans les situations dangereuses ou difficiles. Ses enfants n'avaient pas besoin d'apprendre la trahison d'Amanda ni la vengeance méthodique de Derrick. Ils avaient besoin de savoir que les bonnes personnes font parfois face à de terribles épreuves, mais que l'honneur, la persévérance et une planification minutieuse pouvaient surmonter même les trahisons les plus dévastatrices. Plus tard dans la nuit, tandis que Derrick tenait Sarah dans ses bras pendant son sommeil, il repensa à l'étrange parcours qu'il avait mené à ce moment. La trahison d'Amanda l'avait presque détruit, mais lui avait aussi révélé des forces qu'il ignorait posséder et lui avait enseigné des leçons qui avaient rendu tout possible par la suite. Derek Morrison avait réappris à aimer, mais avec prudence. Il avait réappris à faire confiance, mais avec sagesse. Il avait appris que certaines personnes étaient capables de trahisons si profondes que le pardon devenait impossible. Mais il avait aussi appris que de telles trahisons ne devaient pas définir le reste de sa vie. Amanda mourait en prison quelques mois plus tard. Une femme oubliée dont le plus grand accomplissement avait été de montrer à Derek Morrison de quoi il était capable lorsqu'il était poussé dans ses retranchements. 3 passeraient au moins 20 ans de plus derrière les barreaux. Ses rêves de richesse et de liberté se réduisaient à des souvenirs qui s'estompaient de jour en jour. Mais Derek Morrison se réveillerait demain dans une maison remplie d'amour, entouré de personnes qui avaient choisi de construire quelque chose ensemble plutôt que de détruire. Il irait travailler dans une entreprise qui employait des milliers de personnes et qui avait créé quelque chose de durable et de précieux. Il rentrerait chez lui auprès de ses enfants qui le prenaient pour un héros et d'une femme qu'il aimait non pas malgré ses défauts, mais pour sa force, tandis que Derek s'endormait. Sa dernière pensée fut pour Miguel Santos, le jeune homme effrayé dont le courage moral avait tout sauvé. Demain, Derrick appellerait Miguel et lui suggérerait d'emmener leur famille en week-end. Un voyage à la montagne. Non pas vers le chalet où Amanda et Troy avaient planifié un meurtre, mais vers un magnifique lac où les enfants pouvaient jouer et où les adultes pouvaient apprécier la valeur et la fragilité des bonnes choses de la vie. Derek Morrison avait survécu à la trahison ultime et construit quelque chose de mieux que ce qu'il avait perdu. Il avait appris que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais qu'elles ne devaient pas pour autant empoisonner le reste de la vie. Et il avait découvert que la meilleure vengeance n'était pas de détruire ses ennemis. Il s'agissait de construire une vie si réussie et épanouissante que leurs tentatives de destruction devenaient des notes de bas de page insignifiantes dans une histoire bien plus vaste et plus importante. L'avertissement du kilomètre 47 avait sauvé la vie de Derrick. Mais plus que cela, il lui avait appris que parfois, les trahisons les plus dévastatrices sont à l'origine des transformations les plus extraordinaires. Et la transformation de Derek Morrison était achevée. Et voilà. Une autre histoire se termine.